Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo FAQ spéciale 10 ans. Une putain de décennie que je suis sur YouTube. Alors sur le papier ça fait très long et pourtant moi j'ai absolument pas vu ces 10 dernières années passer. 10 années forcément très particulières, hein, un truc complètement inattendu ça m'a un peu tombé dessus comme ça. Hein. On va revenir là-dessus via vos questions. Alors certes je fête cette décennie de manière un petit peu minimaliste, via une simple FAQ, en plus des FAQ on a déjà eu sur la chaîne, la dernière date d'il y a 3 ans quand même, donc ça fait un moment, donc je suis content de me reprêter à cet exercice de la FAQ. Je m'étais imaginé pourquoi pas faire une espèce de prime avec un plateau et tout sur Twitch, avec des invités, des intervenants, des artistes, des petits jeux, tout ça, retrouver un peu les différents intervenants qu'on a pu avoir sur la chaîne durant ces 10 années. Puis conditions sanitaires obligent, hein, avec le Covid, etc. Trop compliqué à organiser. Trop de prise de tête, ça viendra un jour ce genre d'événement sur Twitch, on l'a déjà un petit peu fait hein, de manière par webcam interposée sur Discord, tout ça avec Neige de Alceste par exemple, mais j'ai l'ambition pourquoi pas un jour de pousser le truc un peu plus loin avec un plateau, des invités, tout ça, donc ça arrivera le jour où on a droit de se refréquenter d'humain à humain face à face, peut-être que je le ferai. Donc on fête les 10 ans via une FAQ, alors voilà c'est pas très grandiose, hein, mais écoutez, il va falloir s'en contenter. J'ai sélectionné une vingtaine, trentaine de questions. Donc on va essayer de revenir sur ces 10 années via les différentes questions que vous m'avez posées. J'ai sélectionné des questions qui étaient évidemment assez représentatives de toutes celles que j'ai pu recevoir, que ce soit en DM ou dans les commentaires. Donc j'espère avoir fait les bons choix. Et puis je propose qu'on y aille dès maintenant. Pour commencer, on a Antares qui me dit: comment arrives-tu à gérer 2021 et ce qui va suivre quand on voit la fantastique année précédente que tu as eue? Comment tu gardes le cap, les idées, et est-ce que cette montagne de travail accompli ne te fait pas peur pour la suite? Entre parenthèses, la peur de la page blanche en gros. Question subsidiaire, as-tu débusqué les 800 connards de Korogu? Alors les Korogu, il me semblait qu'ils étaient 999, enfin autour de 1000 en tout cas. Même si on a 800, non, je n'irai pas tous les attraper. Malheureusement, j'ai une vie en dehors de Zelda Breath of the Wild. Et pour répondre à ta question non subsidiaire, alors cette pression en fait dont tu parles, que j'aurais pu avoir effectivement à la fin de 2021, à la fin de 2020 pardon, et que j'ai eu quand même, hein, je l'ai en permanence. Ce souci de vouloir step up de vidéo en vidéo, ce souci de vouloir te proposer de la qualité, ce souci de vouloir être absolument présent tout le temps, parce que quand on a un créateur de contenu, on a toujours cette pression. Donc moi je l'ai en permanence, cette pression. On en parlera peut-être plus tard, mais des fois ça peut me desservir, des fois ça peut me motiver, au contraire, ça dépend dans quel mood je suis. Mais c'est vrai que pour moi, finalement, l'année des 10 ans, l'année qui fête vraiment symboliquement ma décennie sur YouTube, en fait c'est ma 9e année sur YouTube, c'est l'année 2020. Parce qu'il y a eu quand même un achievement qui a été ce bouquin que Gallimard a signé, donc sorti chez Gallimard. Il y a eu la rencontre avec Alt 236, on a sorti un film qui s'appelle The Art of Metal, qui était quand même aussi un truc assez lourd, une des meilleures vidéos de la chaîne. Il y a eu ce voyage où on s'est retrouvé encore une fois avec Malcolm en Ukraine, à Tchernobyl, enfin où on s'est enfin retrouvé plutôt avec Malcolm après quelques années où vous ne l'aviez pas vu sur la chaîne. Bon là il était uniquement derrière la caméra, mais donc les épées de l'Est, qui a été aussi un sacré taf, hein, qui est pour moi une des meilleures vidéos de la chaîne, voire la meilleure vidéo de la chaîne, et qui malheureusement a été un petit peu boudée, hein, mais bon ça... Pareil, on y reviendra sur le contenu de qualité qui est boudé, et les trucs un peu moins... Les trucs, on va dire les formats dont je suis un peu le moins fier, qui eux par contre marchent mieux. Mais YouTube marche comme ça aujourd'hui, hein, donc je m'y suis habitué, on reviendra là-dessus. Il y a eu aussi Bataille, le premier EP, j'avais commencé aussi à composer pendant le confinement l'album qui va sortir, qui va s'appeler Reverb et qui est en cours de mixage. Il y a eu plein de trucs où je me suis dit c'est vrai que 2020 c'est peut-être ma meilleure année, malgré le Covid, malgré le fait que ça a été une année assez horrible pour plein de monde, et notamment pour les milieux du spectacle. Moi j'ai eu de la chance, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo bilan 2020, allez la voir, hein, c'est la première vidéo que j'ai sortie cette année, donc pareil, où j'ai tourné pas mal de trucs, je raconte pas mal de choses, donc allez la voir. Donc cette pression, en fait malheureusement je l'ai en permanence, mais c'est vrai qu'en sortant de 2020, je me suis dit là ça va être compliqué de faire mieux, quoi. Ça a été tellement chargé, ça a été tellement intense en travail, en émotion, en rencontres, il y a eu vraiment beaucoup de choses, donc faut aussi que j'arrive à me dire, attention de temps en temps faut que tu lèves le pied. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui sont là depuis le début, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un certain pattern sur la chaîne. C'est-à-dire que je vais avoir des grosses périodes de productivité où mon cerveau en fait va foisonner d'idées, je vais être plein de motivation, mon corps, je sais pas, peut-être qu'il va être plein d'endorphines, qui fait que finalement je vais être hyper actif, je vais faire plein de choses. Et après il y a toujours cette période un peu sombre qui arrive, où tout se décante, et là je vais sortir peut-être du contenu légèrement moins intéressant, légèrement moins fouillé. Mais ça en fait c'est normal, c'est-à-dire que quand tu sors d'une grosse période comme ça, où tu as été hyper prolifique,
Et ben moi mon cerveau tout simplement il a besoin de décanter un peu, il a besoin de faire comme un break. Et c'est vrai que bah oui je vais revenir sur des formats peut-être un peu plus légers, je vais sortir peut-être un peu moins de vidéos. Faut savoir aussi que maintenant bah, les activités se cumulent, c'est-à-dire que non seulement j'ai accumulé les formats, maintenant il y a aussi Twitch où je suis vraiment très très actif. Je commence à avoir la main mise sur plein de domaines différents, ce qui fait que je suis obligé de me diviser en plein de Maxwell. Et c'est aussi le métier de youtubeur et créateur de contenu slash influenceur qui fait que on a signé pour ça en même temps, quoi. On est un petit peu obligé de gérer plein de choses. Donc mon cerveau des fois il a du mal. Il a du mal à gérer tout ça, donc la pression elle est permanente. C'est vrai que si je me focalise sur l'année 2020, bah je fais plus rien parce que ça va être compliqué de faire mieux. Mais il faut, pour ma santé mentale, de temps en temps que je ralentisse le pas, quoi. Franchement ça peut aller jusqu'à me ronger. Il y a des périodes vraiment où je n'arrive plus à créer quoi que ce soit parce que j'ai cette pression qui est là. C'est pour ça aussi que parfois je peux être un petit peu en colère face à certains commentateurs de la chaîne. Alors encore une fois, quand j'apporte ce genre de critique par rapport au retour que je peux avoir, c'est très 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 minoritaire, hein. Je vous rappelle encore une fois que moi j'ai pas mal de chance, hein. J'ai épuré un petit peu ma communauté de tout ce qui était un petit peu toxique, on va dire. Même si forcément, hein, quand t'es une chaîne qui marche un peu, t'as toujours des gens qui viennent se greffer un peu malsains, tout ça. Mais c'est vrai que quand même, des fois, quand tu reçois un commentaire comme quoi t'es plus à la hauteur et que c'était mieux avant, et que moi je préfère ça, mais pas ça, ça c'est nul, refais ça. Ça met un peu en colère en fait, parce que je considère avoir toujours été assez honnête dans ce que je proposais, même si parfois c'est un peu en dents de scie et j'ai expliqué pourquoi. Et quand en plus t'as des gens qui se permettent d'avoir un avis hyper inquisiteur sur ce que tu fais, parce qu'une fois ou deux t'as décidé de faire du contenu un peu plus léger, bah, c'est un peu énervant, et je pense que la plupart de ces gens en plus sont des gens qui ne soutiennent pas forcément sur Tipeee, sont des gens voilà, qui se contentent d'avaler du contenu, et il suffit qu'il y ait un petit truc qui les fasse tiquer, et bah ils se permettent voilà, de juger, de critiquer, et généralement c'est pas eux qui vont apporter de la critique constructive, et généralement c'est même pas eux qui connaissent le mieux ton travail, parce qu'en vrai si eux aussi étaient honnêtes, et qui faisait l'effort d'aller voir l'intégralité du contenu, il verrait que c'est normal de temps en temps d'avoir même pas un coup de mou, mais juste de se dire bah là j'ai pas envie forcément de rentrer dans une grosse prod, je vais faire une vidéo un peu plus légère, et moi je trouve ça normal, et tous les créateurs de contenu fonctionnent comme ça. Bon, je crois que j'ai déjà bien trop parlé pour cette première question. Comme d'habitude je vais être très bavard, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si je vais couper la vidéo en 1, 2, 3 parties, on verra. Il faut juste que j'arrête d'être aussi bavard. Mais je sais que vous aimez bien. Une question de mon petit Velasco. Tu te voyais faire 10 ans sur YouTube? Alors quand j'ai rejoint Malcolm sur Paris en 2010 pour faire de la vidéo, j'y suis allé par instinct pur. C'est-à-dire que je savais absolument pas où ça allait nous mener. Une chose était certaine, c'est que j'avais envie de faire des vidéos. YouTube n'était pas encore la grosse machine que c'était aujourd'hui. Le métier de youtubeur n'existait pas vraiment. YouTube à l'époque, on savait même pas si ça pouvait générer de l'argent ou pas. Voilà, c'était vraiment. Moi, j'y suis allé avec ma machette et j'ai déblayé le chemin devant moi, sans savoir vraiment où ça allait me mener. Et puis bah oui, petit à petit, tu rencontres des gens, t'as des projets qui se créent, la chaîne grossit. Finalement, tu vois qu'il y a des business models qui apparaissent autour de YouTube qui permettent de vivre de ces vidéos. Donc non, je me voyais pas sur YouTube pendant 10 ans, et peut-être plus du coup, mais j'espère plus, sûrement plus. Mais j'espérais en tout cas, effectivement, au fond de moi, il y avait un doux rêve très lointain de peut-être qu'un jour je rencontrerai une boîte de prod pour qui je vais bosser, peut-être qu'un jour je bosserai pour que je me ferai repérer, pourquoi pas par Arte par exemple, et que j'irai leur écrire des documentaires. Enfin, je savais pas du tout, j'y allais vraiment à tâtons, sans savoir vraiment ce que je faisais, hein. J'avais pas de vrai plan en tête. C'est un peu au jour le jour que ça s'est monté tout ça. Donc non, je me voyais pas faire du YouTube pendant 10 ans. Aujourd'hui, on voit que c'est possible, que c'est devenu un métier, qu'on peut développer une activité autour de ce qu'on crée sur Internet. Donc là, pour l'instant, j'ai réussi à jouer les bonnes cartes pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas si on va tenir 10 ans de plus. En tout cas, j'aimerais que ça se passe aussi bien. Surtout que maintenant j'ai l'expérience, donc je connais les erreurs à éviter. Par contre, j'ai d'autres pressions qui se rajoutent à ça, et ça on en revient à la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Une question de Thomas Franco. As-tu ressenti une frustration vis-à-vis de YouTube depuis toutes ces années? N'as-tu pas eu un sentiment de stagnation face à d'autres chaînes alors que ton contenu est de bien supérieure qualité? Alors pour aller directement dans le vif du sujet, oui, forcément t'es toujours un petit peu frustré, un petit peu énervé.
quand tu vois du contenu cancer ou du contenu poubelle qui arrive sur YouTube, ou du contenu on va dire de piètre qualité, ou du contenu facilement consommable, ou bref tous les adjectifs péjoratifs que tu peux appliquer à une vidéo sur YouTube ou à du contenu, forcément oui t'as un petit seum, parce que tu dis putain c'est tellement facile ce qu'il a fait, c'est assez mauvais, une vidéo comme ça moi je la claque en 2 jours, et de l'écriture jusqu'à la poster. Après il faut recontextualiser, c'est-à-dire que faire du contenu putaclic, faire du contenu cancer, respecter l'algorithme et le caresser dans le sens du poil pour attirer des gens vers ta chaîne, finalement c'est assez facile. En plus moi je suis déjà installé, j'ai une communauté, donc je pourrais faire en sorte que mon contenu devienne viral. Mais le problème c'est que moi j'ai pas envie de faire ce genre de contenu. C'est-à-dire j'ai pas envie de faire du contenu facile, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté Monsieur Haters. Monsieur Haters, ça fait partie des formats qui ont le mieux marché sur la chaîne. En plus c'était vraiment rien à produire, un Monsieur Haters c'était 2 jours, hein, de l'écriture jusqu'au moment où je poste la vidéo, il n'y avait rien de plus facile. Mais c'est ce qui rapportait le plus de vues. Mais à côté de ça, est-ce que j'étais vraiment fier de moi quand je regarde, avec du recul, quand je regardais derrière moi, genre Monsieur Haters, est-ce que je peux être vraiment fier de ce contenu ? Pas spécialement, trop facile. La communauté que ça m'apportait, est-ce que ça faisait que, à terme, je m'entourais de gens bienveillants, que ma communauté était bienveillante? Non, ça ramenait qu'une communauté toxique, ça ramenait des gros cerveaux, ça ramenait des mecs qui récupéraient mes punchlines pour les poster absolument partout, même dans des contextes qui n'ont rien à voir. J'étais pas fier de ça non plus. Donc si, en fait, je me décide un jour de suivre l'algorithme, de faire du putaclic et de me trahir, mais en fait je ne pourrais plus me regarder dans une glace, j'aurais honte de moi, ce sera encore plus compliqué que ça l'est à l'heure actuelle, parce que moi je pense qu'il faut avant tout être fier de ce qu'on fait, même si moi j'ai toujours ce putain de complexe de la vidéo est sortie il y a plus de 2 ans et quand je vais la regarder je vais la trouver à chier, mais forcément parce que moi aussi je step up en termes de qualité d'écriture, en termes de montage, en termes de tout ça, il y a une évolution, donc forcément quand je regarde le vieux contenu, je trouve ça quasi cringe des fois. Même mon humour a évolué. Il y a des blagues qu'on faisait dans les premiers Two Guys que je referai jamais parce que déjà parce que c'est daté, et puis parce que c'est un peu cringe et que c'était facile. Donc effectivement, il y a une certaine frustration de voir des gens faire beaucoup trop de vues par rapport à la qualité de leur contenu, mais j'ai pas envie d'être à la place de ces gens. Et il faut aussi relativiser. Je veux dire, j'ai quand même beaucoup de chance, mais beaucoup de chance, même s'il y a eu du travail derrière, de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube depuis 4 ans, et d'en vivre quand même correctement depuis que j'habite à Nantes, donc depuis 2 ans, en parlant de mes passions sur internet. C'est-à-dire que je vis principalement de Tipeee, YouTube et Twitch, et c'est-à-dire que je vis de ma passion en proposant du contenu que j'ai envie de faire, que je mets du temps à produire parfois, mais vraiment qui me tient à cœur et que j'ai envie de faire, et en faisant des lives sur Twitch, des lives musicaux ou en jouant aux jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est mon métier de faire ça. Donc est-ce que je peux vraiment m'en plaindre? Non, j'ai quand même une chance incroyable de réussir à en vivre, d'être heureux dans mon métier, même si parfois c'est un fardeau qui est un peu lourd à porter. On reviendra peut-être là-dessus grâce à d'autres questions, parce que c'est un métier aussi où on est assez solitaire, c'est de l'entrepreneuriat, c'est tout le temps être sur le qui-vive, tout le temps avoir des idées, ne jamais avoir le syndrome de la page blanche, tout le temps être en forme, porter un masque parfois, même si vous l'avez vu que je porte plus vraiment de masque, parce que j'essaie toujours de tendre vers le naturel, même si effectivement on l'a déjà dit, il y a toujours ce médium et cette barrière qui est l'écran et l'objectif. Donc, mais moi j'essaye de ne pas me trahir. Donc en fait je suis assez serein avec moi-même, je me trahis pas, je gagne ma vie grâce à ce que je fais. C'est sûr qu'il y a une frustration, mais faut pas que je... Oui, quand tu vois du contenu poubelle percé et que toi t'es toujours en train de galérer à attirer les gens vers ton contenu, parce que tu décides de pas te trahir, c'est frustrant. Mais en même temps, je dors sur mes 2 oreilles, je peux me regarder dans un miroir, et j'irai au paradis. Prochaine question de Goulet Mathieu. Bonjour Goulet Mathieu. Es-tu conscient de l'influence que t'as sur la pensée musicale des francophones métalleux? Ça arrivait petit à petit. Avant, je me rendais pas vraiment compte. Je pouvais un petit peu scroller les réseaux sociaux et voir que les groupes dont je parlais pouvaient effectivement remonter un peu plus, que... Oui, forcément... en fait, personne n'aime vraiment ce mot influenceur, mais faut dire ce qui est. Je fais du contenu qui est pas mal regardé dans la communauté métal, donc évidemment que ma voix va porter, que ma voix va influencer. C'est pour ça aussi, maintenant, j'essaie de faire attention à ce que je dis, j'essaie de faire attention à ce que je vais promouvoir, j'essaie de faire... je suis un peu plus vigilant, parce que... Ceux qui disent que non, mais c'est pas de ma faute si ma commu a fait ça, c'est pas de ma faute si ma commu elle a fait ça, je n'ai aucun contrôle sur eux.
Si, on a une petite part de contrôle sur les gens à qui on s'adresse. Il y a un truc qui me fait flipper avec Internet et sur YouTube principalement, c'était cette espèce de statut de gourou dans lesquels se mettent certains créateurs de contenu et qui pensent avoir la vérité absolue et qui, via quelques punchlines, un peu de dialectique, arrivent à retourner le cerveau des gens. Mais les gens aussi, parfois, sont hyper contents de mettre au statut de gourou certains de leurs youtubeurs préférés. Et moi, ça me fait... Enfin, je trouve ça affreux. C'est pour moi une des plus grosses anomalies d'Internet, ce truc-là. Et le pire, c'est que ces gens-là se gargarisent de ce petit statut, en ont parfaitement conscience, l'utilisent à des fins parfois assez sombres. Et j'ai envie de dire, ces gens-là, je leur souhaite que du mal. Mais j'aimerais vraiment que les gens ouvrent les yeux sur le fait qu'il faut garder un esprit critique, il faut garder du recul par rapport à ce que vous regardez. Et même si quelqu'un vous plaît, et moi je sais que mon contenu parfois effectivement plaît beaucoup, c'est pas pour autant qu'il faut me mettre sur un piédestal ou quoi que ce soit. Partagez mon contenu, parlez-en autour de vous, faites-moi de la promo, il n'y a pas de souci. Venez me soutenir sur Tipeee bien évidemment, mais il faut arrêter de prendre la parole des créateurs de contenu que vous appréciez comme une espèce de parole divine. Et voilà, et oui, j'ai conscience en regardant autour de moi de l'influence que j'ai pu avoir en fait sur les gens qui écoutent du métal en France, mais pas tous évidemment, mais une bonne partie, en tout cas des générations qui sont très présentes sur Internet. Est-ce que j'en suis heureux ou pas? Est-ce que en tout cas je m'en gargarise pas, ça c'est sûr, il n'y a aucun intérêt à ça. Je suis pas dans cette mentalité justement de profiter de ce truc là. Et après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir hein, de se sentir valorisé et tout ça, mais j'en ai conscience tout en m'en battant un peu les... Tiens, on a Monsieur SPZ qui me dit « T'étais où le round d'avant, juste avant d'aller à Electrical avec Napinap ?» Bah déjà, je comprends pas pourquoi tu m'accuses comme ça, j'ai fait mes tâches qu'a faites, ensuite, je suis allé, j'étais avec Arantir, j'ai passé quasiment toute la game à checker les cams, et après, effectivement, j'ai vu, j'avais des doutes sur Napinap, je l'ai suivi jusqu'à Electrical, et c'est là qu'on est tombé sur le corps. Mais t'étais où toi d'ailleurs? On a MetaRide qui me demande « Est-ce que tu comptes reprendre les Metal Crypt? Et qu'est-ce que tu penses de la scène métal d'aujourd'hui ?» Alors, il va falloir arrêter avec les « Quand c'est que tu refais ça? Et pourquoi tu fais pas ça? Quand c'est que tu reprends Metal Crypt? Quand c'est que tu refais des cultes? Et pourquoi tu fais pas des vidéos de ta collection ?» En tout cas, en ce qui concerne Metal Crypt, il y a une espèce de culte autour de ce format, et je comprends pas pourquoi. Ce que je fais aujourd'hui sur la chaîne, et même les tops, hein, parce que même les tops que je fais aujourd'hui sont plus fouillés, plus longs, que les premiers Metal Crypt. On dirait que c'est juste le nom. En fait, le problème sur Internet, c'est que vous êtes accroché à vos formats, et c'est ce qui fait que Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui fait que je me suis enlisé dans certains contenus, c'est ce qui fait que certains créateurs s'enlisent dans ce qu'ils font. Regardez les épées de l'Est, je suis désolé, c'est 4-5 fois le travail d'un Metal Crypt, c'est plus intéressant, c'est mieux, c'est plus fouillé, c'est mieux monté, tout est mieux en fait. Et même les tops que j'ai fait récemment, des tops qui durent entre 20 et 30 minutes, sur des sujets particuliers, pour moi ils sont mieux écrits, plus divertissants, t'apprends plus de choses que dans les anciens Metal Crypt. Qu'est-ce que je pense de la scène métal d'aujourd'hui? J'en pense rien parce que le métal c'est tellement éparse comme truc aujourd'hui. Enfin, tout le monde écoute ces trucs, il y a tellement de propositions, il y a tellement de métal différents aujourd'hui que... Est-ce qu'il y a vraiment une scène quoi? Est-ce qu'il y a vraiment... Oui, tu vas avoir une scène en France, alors tu vas avoir les Die Hard, où c'est une espèce de petit microcosme de gens de l'underground, et encore, même au sein de cet underground, il y a des Discord qui sont immenses, donc qu'est-ce que je pense de la scène métal? On pourrait décrire le métalleux bisounours, casse-couille, incel, et un peu de droite, si tu veux, comme, comme l'archétype du fan de métal, mais même lui, bon, il existe, hein, mais c'est très difficile d'avoir un avis terminé sur ce qu'est la scène métal aujourd'hui. C'est un genre qui est beaucoup trop vaste aujourd'hui, donc j'en pense pas grand chose. Alors, on a Marion, qui me dit « Compliment, compliment, merci beaucoup. Comment as-tu vécu l'année 2020? As-tu trouvé une façon satisfaisante de pallier le manque de concerts sortis autour de la musique? Quelles ont été tes découvertes musicales ?» Bah, Marion, alors je vais en profiter de cette question, voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné. Allez voir mon bilan de l'année 2020. Je crois que ça dure entre 20 et 30 minutes, peut-être plus, je sais plus. Ça ne parle que de ça. Le lien est en haut à droite de l'écran. Allez voir.
Ouh, Timothée qui me poste un pavé. Ces dernières années, tu sembles avoir pas mal élargi ton activité de vidéaste, avec notamment tes streams de jeux vidéo, souvent des RPG, ou du moins des jeux axés sur la fantasy. On sent que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, et on le sentait déjà d'ailleurs dans un certain nombre de vidéos de ta chaîne. Aussi, je me demandais si tu avais songé à faire des chroniques vidéo sur ce genre de sujet, sans forcément les traiter sous le prisme du métal, ou préfères-tu continuer à ne traiter exclusivement que de musique avec tes vidéos? Peut-être considères-tu tes connaissances dans ces domaines comme pas assez pointues pour ne traiter que ce sujet, ou penses-tu qu'une partie de ta communauté est trop attachée au métal pour te suivre sur ce genre de projet? Bon bah finalement tu réponds déjà un peu aux questions avant que j'y réponde, c'est cool. Et à la fin de ton commentaire, tu me dis: et est-ce que l'interview de Morsay que tu nous avais promis dans la FAQ de la 100e vidéo est toujours d'actualité, ou a-t-elle disparu dans les limbes d'un obscur disque dur? Alors quand je disais que les gens finalement ne se renseignent pas sur mon contenu, c'est un peu vrai, et vous le faites pas exprès parce que je sais que YouTube, vu que je suis moitié shadowban, je ne sais pas pourquoi, des fois vous ne recevez pas le contenu, vous ne recevez pas les news, donc c'est important déjà d'activer la cloche et surtout de me suivre sur Insta pour ceux qui ont Insta, Twitter pour ceux qui ont Twitter, et d'aller liker la page Facebook. Je dis même pas ça, enfin oui je dis ça pour faire ma promo, mais le truc c'est que du coup vous serez mis au courant des choses dont je parle, des choses que je sors, des activités annexes que j'ai par rapport à la chaîne. L'interview de Morsay, elle a dû sortir il y a à peu près 3 ans sous forme de fanzine, parce que j'ai sorti 2 fanzines que j'ai appelées Metal Crypt, en réponse à votre format préféré chéri de tous les temps, parce que j'ai retrouvé effectivement le fichier audio de l'interview, mais on n'a pas retrouvé la vidéo. Donc je me suis dit que j'allais mettre cette interview de Morsay dans un des 2 fanzines que j'ai sortis. Le fanzine est sold out depuis un moment, mais les PDF sont disponibles à partir d'un don de 3 € sur Tipeee. Donc il faut se mettre à jour les coquinous. Et sinon, pour répondre à ta question principale, alors encore une fois, ça soulève une problématique qui me tracasse pas mal, et d'ailleurs j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps, c'est est-ce que je peux me permettre un jour tout simplement d'aborder des sujets qui ne concernent pas le métal? Alors j'aimerais pouvoir le faire, je le fais pas par peur de me faire snober par ma communauté, pas du tout, parce que je pense que si on fait les choses progressivement et en expliquant correctement, même s'il y aura toujours des relous pour dire que c'est pas bien, que c'est de la merde, qu'il faut pas changer, enfin les gens qui sont un petit peu bornés, bah si on écoute que ces gens-là, de toute façon on n'évolue pas, mais c'est même pas par la crainte de ça, c'est que même moi, j'avoue, être un peu perdu si je sors des carcans de ce que je sais faire, c'est-à-dire que moi, j'aime étudier l'histoire de la musique, j'aime approfondir mes écoutes musicales, j'aime parler de musique tout simplement, et c'est ce que je sais faire de mieux, en tout cas j'ai l'impression. Donc si j'ai envie d'aller vers un autre sujet qui a rien à voir avec la musique, je vais vraiment avoir du mal à me lancer dans le bain en fait. Donc c'est vraiment moi le problème, c'est ma tête qui bloque, c'est moi le problème. Après, là, on est en train de vous préparer avec Alt236 une vidéo qui parle de Magic l'Assemblée. On a commencé à l'écrire. Peut-être que ça va être un déclic pour moi et que que je vais réussir à m'ouvrir à d'autres thématiques, mais ça reste un petit peu compliqué. Rappelez-vous, il y a de ça quelques années maintenant, j'avais commencé une espèce de chaîne pseudo-philosophique. C'était juste moi qui posais la caméra et qui racontait un peu ma vie. Je partais en vrille sur des sujets un peu tout et n'importe quoi, c'était pas très intéressant. En les revoyant un peu plus tard, j'ai cringé et j'ai supprimé la chaîne. Donc voilà, je suis pas prêt encore. Peut-être que cette vidéo sur Magic l'Assemblée va me débloquer. Je me sens pas frustré hein, d'aborder les choses par le prisme de la musique, pas du tout. Mais je me dis qu'un jour, ouais, ça m'arrive même parfois de vouloir parler d'autre chose, de vouloir étendre les sujets que je traite. Mais je sais pas trop le faire pour l'instant. Et je vous avais à une époque promis d'aller vers un peu autre chose, tout ça. J'ai essayé, parce que voilà. Vous voyez que ce qui sort, mais des fois il y a des tests qui sont faits, des fois il y a des tournages qui finissent pas en montage, des fois il y a des montages qui sont avortés, des fois voilà, ce que vous voyez c'est les produits aboutis, mais des fois il y a des tests, il y a des périodes où on s'essaye à des choses, ça marche pas, du coup on ne sort pas. J'espère un jour réussir à élargir mon univers, mais ça arrivera probablement sûrement un jour, mais là non. À part cette vidéo sur Magic qu'on vous prépare, mais qui sortira pour le coup sur la chaîne de Alt, vu qu'on a sorti The Art of Metal sur ma chaîne. Pour cette nouvelle collaboration, on va sortir ça sur la chaîne de Alt236, le sang bien évidemment. Romain, félicitations à toi pour ces 10 ans de labeur et ces projets que tu as su mener à leur terme. Merci. Difficile de trouver une question que d'autres ne t'aient pas déjà posée ou auxquelles tu as déjà répondu jadis. Mais je tente néanmoins. Durant cette décennie, et au vu de ton expérience personnelle en tant que vidéaste musicien passionné, quel regard portes-tu rétrospectivement sur la scène métal, entre tes débuts dans Two Guys et ta position actuelle? Que ce soit l'évolution des festivals, la perception de la culture métal au sein des médias, les groupes, tel genre de prédilection, etc. Question complexe. C'est hyper compliqué parce que d'un côté mon regard évolue et d'un autre côté la scène évolue aussi. J'ai malheureusement pas un regard omniscient, même si j'essaie d'avoir du recul sur tout ce qui se fait et de m'intéresser un peu à tout. Ça revient un petit peu à la question de tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu sur mon avis sur
sur la scène métal. J'ai l'impression qu'elle s'est quand même pas mal diversifiée, que bah, avec l'essor des plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Bandcamp, tout ça, il y a une proposition qui s'est énormément élargie. Du coup, pour définir le métal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même devenu quelque chose d'assez compliqué, de définir ce qu'est exactement la musique métal. Moi, avec le recul et avec cette expérience que j'ai et le fait que j'essaie quand même de m'intéresser un peu à toutes les niches, bah oui, j'ai l'impression que ça s'est diversifié. Alors d'un côté, on a des gens qui vont être encore plus pointus, encore plus die-hard dans certains styles précis. Alors, on va avoir des super puristes. D'un côté, on a des... Et surtout, du coup, c'est surtout les jeunes générations, j'ai remarqué, qui sont comme ça. Soit très pointus, puristes casse-couilles, soit hyper large, voire trop large, parce que c'est un peu à la mode d'être super giga éclectique, et que même la première bouse qui va nous passer dans les oreilles, on va valider parce que ça peut trigger justement les puristes qui, eux, sont complètement fermés. Donc, il y a toujours ce truc de gaillard dans le métal. S'il y a un truc qui n'a pas changé, c'est que les métalleux, c'est des gros cerveaux qui aiment bien faire des combats de zizi. Ça, malheureusement, ça commence un peu à changer et ça, c'est cool. Mais c'est vrai que ça reste un milieu où, voilà, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus intelligent, mon avis prévaut sur le tien, tout ça, enfin bref. Toute cette merde-là qu'on avait déjà sur les forums et sur VS Webzine il y a 15-20 ans, on l'a encore aujourd'hui, ça n'a pas bougé. C'est juste les profils qui sont un petit peu différents. C'est un peu plus varié. Donc finalement, c'est des espèces de schémas qui se répètent, appliqués au contexte actuel. Est-ce que j'ai un avis positif ou négatif sur tout ça? Pas spécialement. Il y a des gens de la scène métal que je peux aimer de tout mon cœur, d'autres que je peux détester de tout mon être. De toute façon, vous le savez, après 10 ans, tout ce qui est aspect communautaire autour d'une passion, ça a tendance à me gaver. Je sais que c'est important d'avoir des gens qui se regroupent pour faire des festivals, pour faire des groupes, pour créer de la musique, pour créer des mouvements. Mais choisir son camp, c'est aussi devoir valider tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce camp. Et à partir du moment où tu vas remettre en question ce truc-là, tu ne fais plus partie du camp, tu crées ta niche, toi aussi. Et dans cette niche, du coup, il y a des gens qui vont venir s'agglomérer autour de toi. Tu vas remettre ce truc-là en question. Encore une fois, tu seras exclu de ce groupe. Et en fait, c'est perpétuel. Donc je préfère me dire, allez tous vous faire foutre, je suis un loup solitaire qui hurle à la lune. Salut Yannick, est-ce que tu imagines à 60 ans faire encore des vidéos sur YouTube? Alors c'est une très bonne question, on ne sait pas ce que va devenir YouTube d'ici une trentaine d'années. De toute façon, moi le but c'est d'élargir mon activité au maximum, c'est pour ça aussi que je préfère faire des lives sur Twitch, même si je fais 5 fois moins de viewers que sur YouTube à l'époque. Bah, je préfère Twitch déjà parce que la communauté est plus agréable tout simplement, mais aussi pour me dire bah voilà, j'ai un pied dans Twitch, j'ai un pied sur YouTube. Si un jour YouTube ça fait comme MySpace il y a quelques années, bah au moins j'aurai Twitch. Donc après sur YouTube, je ne sais pas, continuer à proposer du contenu en ligne en essayant de pas être trop dépassé par tout ce qui se passe parce que le monde d'aujourd'hui va extrêmement vite. Bah ça oui, j'espère, oui, si à 60 ans, moi je compte jamais à la retraite. Déjà est-ce que j'aurai une retraite? Je ne pense pas. On essaye de mettre un peu de côté, mais tu connais, c'est pas... Voilà. Donc s'il y a encore moyen de faire de l'art et du contenu, de le proposer à un maximum de gens et de pouvoir en vivre, peu importe la plateforme, bah oui, à 60 piges, j'espère que je serai pas trop dépassé, que je serai encore dans le coup. Tanguy, j'ai toujours été impressionné par la plume que tu as lorsque tu écris tes vidéos. Tu as fait quoi comme étude? Quel cursus? J'en ai déjà probablement parlé dans d'anciennes FAQ, mais c'est pas grave, on va refaire tout le topo, comme ça me permettra de faire un petit peu mon Calimero. Non mais oui, j'en ai déjà sûrement parlé dans de vieilles vidéos ou en live, je sais plus, mais vu que de toute façon il y a des gens qui me découvrent encore aujourd'hui, bah comme ça on va résumer un peu l'histoire. En sortant du collège, alors sans rien branler, hein, j'avais à peu près 14 de moyenne, et en art plastique, j'avais 17 de moyenne. Je m'entendais super bien avec mes profs d'art plastique. Moi, j'étais pas mal dans les communautés un petit peu RPG Maker, tout ça, parce que j'adorais les jeux vidéo. Je faisais du RPG Maker, qui était un logiciel qui permettait de manière un peu simpliste de créer des jeux vidéo, des RPG notamment. Je faisais aussi pas mal de graffiti, je graffais beaucoup, je sortais avec mes bombes, tout ça. Je faisais aussi bien du terrain que du vandal. D'ailleurs, j'ai des soucis quand j'étais ado par rapport à ça, mais bref, c'est pas le sujet. Je dessinais beaucoup, je lisais beaucoup de bandes dessinées, tout ça. J'étais quand même dans un délire assez artistique finalement, quoi. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était... j'avais comme but ultime de devenir level designer dans une société de jeux vidéo. Et un des parcours les plus efficaces pour arriver jusque-là, ou en tout cas pour acquérir du skill et pouvoir ensuite l'exercer dans ton métier, c'était la section art appliqué. Donc à l'IVET, à Nantes, on avait la section art appliqué. Donc en premier choix des listes, là où tu fais tes choix pour le lycée, je mets art appliqué, et puis deux autres choix, je sais plus ce que c'était. Mais de toute façon, c'est ça que je voulais, c'est ça que je visais, le reste ça m'intéressait pas.
Et puis quelques semaines, quelques mois passent, tous mes potes commencent à recevoir leurs réponses, sauf moi. Mais normalement, t'as forcément une réponse, qu'elle soit positive ou négative, on te donne une réponse. Moi, je n'avais pas de réponse, donc j'appelle l'académie avec ma mère, l'académie nous dit, vous n'existez pas administrativement, on n'a pas votre dossier. Donc là, gros pétage de plomb, tout ça, et c'est à partir de là où en fait, et c'est à partir de là que j'ai compris que dans la vie, j'allais devoir m'en sortir tout seul, et qu'il suffit d'un petit bug dans la matrice, un petit caillou là sur ton chemin, tu vas tout faire pour le contourner, tu vas tout faire pour essayer d'atteindre ton but, il y aura toujours une merde sur le chemin sur laquelle tu n'as aucun pouvoir d'action. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai un peu perdu foi en la vie. Bon, au final, je me retrouve à devoir trouver un bahut d'urgence, une section qui m'accepte d'urgence, parce que forcément, toutes les classes avaient été à peu près faites, quoi. Donc moi, je me retrouve en génie électronique, à Livette, du coup, encore une fois. C'est un grand bahut, Livette. Hein. Et puis, c'est là où je commence à faire le rock. J'ai eu mon bac au rattrapage, mais vraiment, genre, j'ai rien fait pour l'avoir. Hein. Je faisais la fête, j'écoutais du métal, j'allais à des concerts. C'est vraiment, entre mes 15 et 18 ans, c'est vraiment, voilà, les années où tu commences à déconner. Et moi, j'ai pas mal déconné, hein, clairement. C'est les années lycée, ça a été surtout des souvenirs de fêtes, de beuveries, de métal et de choses comme ça. Donc j'ai quand même mon diplôme de génie électronique, bravo Maxwell, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Le peu de rapport que j'ai eu à l'entreprise me dégoûte, le métier m'intéresse pas forcément, donc je repars à zéro. Et je sais pas pourquoi, avec ma copine de l'époque, elle essaye de me bouger le cul, elle me fait non mais là faut que tu trouves un truc, et le bahut que je trouve c'est un bahut pas loin de chez moi, donc le lycée du Grand Blotreau, toujours à Nantes, qui est un lycée paysagiste, et donc je repars de zéro, je refais un bac, donc cette fois un bac pro, donc autant vous dire que j'ai eu le bac avec mention, en sortant de génie électronique, forcément le bac pro, j'ai eu quelques facilités, donc le bac pro je l'ai eu avec mention, sans vraiment rien faire pendant 2 ans. Je suis quand même allé jusqu'au BTS, le BTS ça a été un peu plus compliqué, mais ça m'a appris pas mal de trucs, parce que c'était un BTS, on était pas mal confronté au milieu de l'entreprise, et à devoir présenter des projets, à devoir être debout devant une classe ou devant un jury à présenter des dossiers, tout ça. Donc ça c'était pas mal aussi, parce qu'en parallèle je faisais de la radio, dans une radio associative, Radio Nantes, après je suis allé à Prune aussi, toujours à Nantes, mais ça m'a un peu, ça m'a un peu confronté au fait de devoir parler en public et des choses comme ça, donc quelque part c'était pas forcément des années de perdu, les années BTS, parce que, oui, t'apprends à t'exprimer devant des gens, et on nous poussait un peu au cul sur ça, quoi. Mais je me retrouve avec un BTS aménagement de l'espace, si vous voulez, genre... moi, il y avait que le métal dans ma tête à ce moment-là, il y avait que la musique, quoi. Donc, voilà mon cursus scolaire. Donc, pour répondre à ta question, non, j'ai pas du tout fait de... Voilà, j'ai toujours écrit pour des webzines, j'ai écrit pour Antithétique, qui n'existe plus, j'ai écrit pour Métallurgie, je faisais des chroniques, j'animais des émissions à Radio Nantes, à Prune. J'ai toujours fait des trucs associatifs dans mon coin, donc je suis autodidacte. Et pour ce qui est de la vidéo, c'est Malcolm qui m'a pris le montage, tout simplement. Donc, à l'époque de Two Guys One TV, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous voyez très bien qui est Malcolm, ou ceux qui ont vu Les Épées de l'Est. C'est lui qui m'a appris le montage, voilà, tout simplement. C'est en le regardant monter que j'ai appris, et maintenant je fais tout seul, hein, de l'enregistrement des voix, au tournage, au montage. S'il y a de la lumière ou des trucs un peu plus précis, un peu plus pointus, là je fais appel à des potes. Ou même quand il y a vraiment besoin d'un vrai cadreur, là je fais appel à un pote. Et oui, pour l'écriture, non, l'écriture c'est que... Moi j'ai une maman qui était assez littéraire, voilà, qui aimait bien corriger tout ce que j'écrivais, tout ça, même mes chroniques, c'est elle qui a corrigé mes premières chroniques. Donc j'ai un peu hérité de ce truc là, donc une facilité pour écrire, pour raconter des trucs, pour structurer ma pensée et la coucher sur le papier, quoi, tout simplement. Oh là là, je mets du temps à répondre aux questions, moi. Putain, j'espère que c'est pas flou là. Mais non, en fait j'ai un souci avec ce boîtier, avec mon Lumix, c'est que je fais la mise au point nickel. Et j'ai pas de moniteur en fait, j'ai que le petit écran que je retourne, le petit écran du Lumix. Et des fois je sais pas pourquoi il change la mise au point en pleine vidéo. Il y a déjà, regardez le bilan de la décennie par exemple. En plein milieu de vidéo, hop, ça change le point, je sais pas pourquoi. Donc je vais te checker. Ah, nous y revoilà. C'était la petite pause. Bon, visiblement c'est pas flou. On va pouvoir y retourner. Hugo Barbier. Au passage, merci pour toutes vos questions, hein, c'est... Je me sens considéré. Ça fait du bien. Si tu rencontrais ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors là, on part dans le paradoxe temporel. Alors, je me mets en condition. Ok. Je pense que je dirais au Maxwell de 21 ans qui monte sur Paris pour faire sa chaîne YouTube. Je lui dirais quoi? De se méfier de certaines personnes, je pense.
Alors le problème c'est que c'est compliqué, parce qu'on peut pas... Je lui dirais précisément de quelle personne faut se méfier, je pense. Parce que malheureusement, c'est ce genre de milieu, ou même toute cette espèce de climat malsain qui est autour des gens qui peuvent avoir de la hype dans un milieu, que ce soit YouTube, ou la scène métal, ou en tant qu'artiste, ou youtubeur, ou en tant que musicien, bref, peu importe. Il y a quelque chose de très malsain dans tout ça, il y a des gens qui ont une façon bizarre de fonctionner, et qui en venant se greffer à toi, en essayant de profiter et de s'infiltrer dans ce courant que tu crées, vont venir se greffer à toi et vont te parasiter. Et ça, tu t'en rends pas compte tout de suite. Tu mets du temps avant de comprendre que ces gens-là ont un espèce de logiciel de pensée bizarre et qui sont prêts, qui seraient presque prêts, pourquoi pas, à vendre père et mère pour avoir un peu de hype, pour avoir un petit peu d'attention. Et ces gens-là, il y en a eu qui m'ont tourné autour, il y en a dont je me suis délaissé en chemin. Et pas forcément ce qu'on pourrait croire. Hein. Là, je parle pas forcément de gens qui étaient intégrés à toutes les équipes Two Guys One TV. Hein. Je parle de gens peut-être un peu plus satellites à tout ça. Disons qu'il y a des gens qui sont très calculateurs, très toxiques. Et je dirais au Maxwell, du coup, méfie-toi de ces personnes-là précisément. Et pour le reste, je lui dirais, t'inquiète pas, mon gars, ça ira. Même si ça va être dur. Parfois très dur. Mais ça le fera. Mais méfie-toi de lui et lui. Ton avis sur le film Lord of Chaos, le film sur Mayhem? Bah, ça va être l'occasion de faire un petit point sur Lord of Chaos, que j'ai globalement pris du plaisir à regarder. J'ai pris du plaisir à le regarder parce que c'est le American Pie Norwegian version. C'est-à-dire que le sujet, il passe complètement à Karlung, là, il passe totalement à côté de son sujet. Ça soulève aucune problématique intéressante. Si vraiment vous espérez voir un bon film sur la musique et sur une scène musicale, eh bah, ce n'est pas un bon film. Si vous le voyez, oui, comme un divertissement pour adolescents, un petit peu edgy, oui, ça passe, mais il faut vraiment le prendre comme ça. Parce qu'à aucun moment, genre déjà, on en apprend où ça parle véritablement de la scène musicale telle qu'elle était, c'est-à-dire d'où vient le black metal, pourquoi il en est arrivé là, et quelle influence ensuite il a eu sur la scène. À aucun moment ça s'est abordé. On va toucher du doigt quelques problématiques, comme par exemple le nationalisme et toutes les dérives néo-nazis qu'il y a pu avoir dans le black metal. Mais ça se traduit par un rire cartoonesque, maléfique de Varg quand il brûle des églises, et l'espèce d'énorme vastica qu'il affiche dans sa chambre. Là. Enfin, c'est ridicule, à aucun moment le sujet est traité de manière sérieuse. Il essaye vite fait de le ridiculiser, mais au contraire, ça donne juste du crédit à tout le bullshit que Varg peut sortir. Il y a une des premières scènes du film, on dirait une scène de fête américaine avec des gamins en gobelet rouge, en mode totalement destroy, alors que bon, c'était pas trop l'esprit à l'époque. Hein. Y a, je crois, 2 ou 3 scènes de cul avec Varg, alors tu te demandes vraiment ce que ça fout là. Tu sens qu'il a voulu en mettre plein la vue, mais qu'il maîtrisait le sujet pas plus que n'importe qui a déjà lu une fois le bouquin, ou qui s'est intéressé un petit peu de près au black metal. Alors, j'arrive pas à comprendre si c'est une vengeance, s'ils regardent ça d'un œil attendrissant, s'ils se foutent de leur gueule. Enfin, moi j'ai jamais aimé le travail de Karlung. Hein. Pour moi, son highlight dans sa carrière, c'est le clip de Candlemas, hein, Bewitch. Puis pour rester dans ce côté un peu tape à l'œil, il y a la scène où Faust il va assassiner un mec dans un parc. Et la scène arrive vraiment comme ça. Tu vois Faust dans un bar qui suit un mec et qui va le buter dans un parc. Il n'y a aucun payoff à aucun moment donné du film. À un moment, t'entends aux infos qu'effectivement il y a eu un meurtre, machin, mais c'est pas du tout inclus dans l'histoire. En fait, c'est vraiment genre pour montrer une scène de meurtre. Voilà, Regardez ces adolescents turbulents qui s'entretuaient, bah, ils tuaient des gens à gros. Oui, c'est important de montrer qu'il y en avait pas mal qui étaient fêlés et qui faisaient de la merde. Mais dans le film, cette scène-là n'a aucun intérêt, aucun impact. Et c'est que ça, c'est une succession de... En plus, parfois, il essaie de répondre à des questions qui étaient un peu laissées en suspens. Donc là, il y répond. Donc pourquoi pas. Il y a la scène du meurtre, du malheureux meurtre de Renimus, que j'ai trouvé assez intéressante parce qu'il laisse la vingtaine de coups de couteau qu'a mis Varg, parce que pour mettre 20 coups de couteau à un mec, contrairement à ce qu'a dit Varg, c'est pas la self-défense et c'est pas un accident. Quand tu mets 20 coups de couteau dans la gueule d'un mec, c'est volontairement tu voulais vraiment lui faire du mal et que t'es un putain de barge. Voilà, cette scène, il a réussi à la laisser vivre. Tu ressens vraiment le malaise du moment. Enfin, cette scène, il y a 2-3 scènes pas mal, il y a 2-3 petits moments voilà, qui marchent bien, mais non, pour tout le reste, j'ai trouvé ça moche, pas si bien réalisé, pas si bien joué, divertissant, voilà.
sympathique et divertissant, mais ça passe totalement à côté du sujet. T'es déjà venu au Québec? Eh bien jamais, j'aspire à aller au Québec, donc invitez-moi. Rendall, penses-tu réaliser d'autres vidéos dans le style de celles sur Tchernobyl, pas nécessairement tournées à l'étranger, mais sur des événements qui ont modelé l'histoire du métal? Alors là, actuellement, j'ai rien en cours d'écriture qui pourrait s'apparenter à ça. Je suis en train d'écrire une vidéo en ce moment, j'ai pas envie de spoil le sujet, mais il y aura pareil, il y aura un petit peu de fiction comme j'aime bien faire maintenant, c'est-à-dire aller filmer dans divers lieux, apporter un peu d'esthétique à mes vidéos. Évidemment que j'aspire à faire de plus en plus de vidéos comme ça, mais pour l'instant c'est pas au programme. En revanche, les vidéos qui sont en cours de préparation, oui, je vais apporter maintenant ce côté un petit peu fiction, tourner en dehors de chez moi, faire appel à des techniciens de l'audiovisuel, tout ça de plus en plus. Vous le verrez dans ma prochaine grosse vidéo et dans celle qu'on va tourner avec Alt sur Magic l'Assemblée. Un peu plus de réalisation, des choses un peu plus ambitieuses tout simplement. Mais précisément sur un truc qui a modelé l'histoire du métal ou du rock de manière générale, là c'est pas prévu, mais ça arrivera probablement pour... Ça fait des années maintenant que je vous parle d'un truc sur le post-punk. Ça arrivera un jour. Pierrot! Eh Pierrot! C'est Pierrot! Est-ce que les recherches pour tes vidéos ont influencé tes goûts? Par exemple, est-ce que ta vidéo sur Tchernobyl t'a rendu accro à la cold wave russe? Ou bien c'est plus l'inverse, tes goûts du moment influencent ton travail et ce que tu as envie de partager? Alors pour le coup, c'est vraiment un mélange des deux. Parfois, c'est parce que je m'intéresse à 2-3 groupes d'une micro-scène que j'ai un peu envie de dérouler le fil et du coup je m'y intéresse et j'ai envie d'en parler. Je vais dérouler le fil et là je vais tomber sur... tu vois, tu tires le petit bout de ficelle et en fait tu t'aperçois qu'il y a une énorme pelote de laine au bout et que là t'as plein de trucs à décortiquer. Cette métaphore était extrêmement médiocre, je m'en excuse. Le truc c'est que je n'aime pas parler d'un sujet que je maîtrise pas à 100% ou au moins sur lequel j'ai pas suffisamment de recul. Ce qui fait que dans tous les cas, le moment où je vais avoir l'idée d'écrire un sujet, c'est que je le maîtrise déjà un petit peu. Pas forcément à 100%, mais voilà, le fait effectivement de faire des recherches dessus, ça va me rendre plus précis sur mon sujet, et à ce moment-là, oui, bah, je vais réussir à ressortir des artistes qui peuvent ou pas intégrer mes groupes préférés, mes playlists, tout ça. Donc non, pour le coup, c'est vraiment un mélange de... Par exemple, Chernikovskaya Ata, qui est un groupe que j'adore, j'écoutais déjà des trucs un peu qui venaient de cette scène revival, post-punk, cold wave, tout ça, et pour le coup, Chernikovskaya Ata, je les ai découverts en faisant mes recherches sur la vidéo de Tchernobyl, et maintenant, c'est un groupe que j'écoute régulièrement. Mais un label, par exemple, comme Detriti Records, c'est le label d'où vient Molcha Doma, bah ça, j'écoutais depuis déjà quelques années, et je connaissais déjà leur roster. Oh, Solot! Toi, je te vois sur Twitch en ce moment, toi. Compte tenu de l'évolution de ta chaîne sur ces 10 années, arrives-tu à te projeter sur ce à quoi elle ressemblera dans 10 ans? Impossible. J'en reviens un peu à ce que je disais quand je répondais à la question est-ce que je me voyais 10 ans sur YouTube? Là, c'est pareil. Je sais même pas si je vais encore tenir 10 ans sur YouTube, j'en sais rien. Je fonctionne pas mal au jour le jour. J'ai des projets sur du moyen terme, mais jamais sur du long terme. Donc je peux absolument pas savoir si je serai encore sur YouTube dans 10 ans. Est-ce que la plateforme va changer? Est-ce qu'il y aura d'autres plateformes? Moi j'aimerais bien que YouTube n'ait plus le monopole en ce qui concerne la création de vidéos en tout cas, parce qu'ils ont clairement le monopole. Aujourd'hui tu es créateur de contenu en vidéo, tu n'es pas sur YouTube, tu n'existes quasiment pas. Ou en tout cas c'est très compliqué d'en vivre. Donc non, impossible de projeter. Tout ce que je peux dire c'est que effectivement je vais moi de plus en plus produire de la musique, je pense. C'est-à-dire passer un peu de l'autre côté. Toujours essayer de viser des trucs de plus en plus ambitieux, hein, même si je continuerai à faire des reliquats, des tops et du format un peu plus internet. Des choses comme les épées de l'Est ou comme The Art of Metal. J'aimerais que ça devienne régulier. Alors, régulier c'est compliqué parce que c'est des choses qui demandent des mois de travail, que ce soit de recherche, d'écriture, même de montage, quoi, parce que ça demande pas mal d'aller fouiller des sources, tout ça. Mais de là à dire précisément ce que va devenir la chaîne, impossible. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'un jour je sortirai du carcan du métal et de la musique et qu'on ira vers autre chose, et j'espère que vous serez là pour me suivre dans mes aventures. Spring Sino, qu'est-ce que tu aimerais voir disparaître de la sphère métal? Style de métal, célébrité, une façon de s'exprimer, en gros un truc lié au métalleux. Franchement, il y a plein de choses qui m'énervent dans le métal, mais je pense pas que la technique du souhait, c'est-à-dire de claquer des doigts et de faire disparaître un truc, ce soit très efficace, quel que soit le problème sur Terre. Il faut se battre pour les convictions qu'on a, il faut essayer d'être le plus en accord possible avec ce qu'on pense bon et juste, mais si tu me donnes le pouvoir de dire ça dégage, ça dégage, je pense pas que ce soit la bonne méthode parce qu'il faut faire les choses progressivement et par apprentissage.
C'est-à-dire qu'il faut que la façon dont tu as envie que le monde se modèle, il faut que ce soit toi qui le fasses et que tu montres comment tu l'as fait, les efforts que tu as fait pour arriver à ton but finalement. Sinon c'est trop facile et le problème sera récurrent. C'est-à-dire que même si effectivement la vie est un cycle et que l'histoire montre que régulièrement les événements se répètent, moi je suis pas pour un truc totalitaire ou tu vois genre ah bah les métalleux ils font ça, du coup non, voilà, il faut leur interdire de faire ça parce qu'ils sont trop cons et je vais décider à leur place. Il y a 1 milliard de choses qui m'énervent dans la scène métal. Je considère faire ce qu'il faut, moi, à mon petit niveau et à ma façon. C'est-à-dire apporter peut-être un peu plus de réflexion, un peu plus de recul et un peu plus d'esprit critique, parce qu'il en faut. Mais après, il y a des gens, c'est incurable. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses que j'aimerais voir changer, mais je sais aussi que c'est incurable. Donc je pense que c'est le rôle de personne d'arriver comme ça avec un avis inquisiteur et de dire ça dégage, ça reste, ça dégage. Là oui, j'ai bien compris que tu me mettais dans dans un monde où si je pouvais, est-ce que je ferais. Moi, il y a toujours un truc qui m'énerve dans la scène métal, qui est beaucoup plus présent que dans les autres scènes. C'est ce côté gros cerveau, plus intelligent que les autres, gros malin qui connaît pas grand-chose, mais qui pense connaître la vie sur le bout des doigts. Ça, c'est un comportement qu'on retrouve pas mal. C'est un comportement qu'on retrouve de manière générale sur Internet. Mais j'ai l'impression que chez les fans de musique métal, voilà, y a un petit complexe de supériorité plus développé, on va dire. Alors on a Willy l'exterminateur, le bien connu Willy l'exterminateur, je ne sais pas qui c'est. Quelles sont les chaînes YouTube hors métal qui t'ont influencé et où que tu nous conseillerais? Alors là, est-ce qu'on n'irait pas voir... Ah mais ça va durer 1000 ans ça. La FAQ sera en plusieurs parties, je pense. J'hésite même à arrêter maintenant et à tourner la suite plus tard et à faire une deuxième partie. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'on part là-dessus? Je crois qu'on part là-dessus, hein. En vrai. Allez, on part là-dessus.